Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur SciOpod, un podcast qui traite de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu vidéo dans la continuation de ceux dont j'ai déjà parlé préalablement, à savoir la série Mass Effect, puisque nous allons traiter aujourd'hui de Mass Effect 3 et peut-être de Mass Effect Andromeda dans le même podcast. Peut-être, c'est pas sûr. Nous allons voir si finalement il y a suffisamment de temps pour discuter des deux jeux vidéo, étant donné que l'un et l'autre proposent plus ou moins le même type de défaut. Nous allons bien voir. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur Mass Effect 3, qui, il faut le dire, est dans la continuation en effet de Mass Effect 2, mais contient un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas très bien. Alors, je tenais d'abord à commencer en disant que c'est quand même un jeu dont la jouabilité est très efficace. C'est une jouabilité qui est très accessible, mais je veux dire, la tare principale de Mass Effect 3, comme Mass Effect Andromeda d'ailleurs, c'est une narration qui est un peu beaucoup pourrie. Alors ça dépend un peu, ça dépend si on parle de la trame principale ou si on parle des DLC. Encore que pour Mass Effect Andromeda, il n'y a pas de DLC. Donc on va se concentrer, encore une fois, je vais essayer autant que faire se peut de me concentrer sur Mass Effect 3. Mass Effect 3 était... ouais, la narration est pas à la hauteur, quoi. On est dans un jeu qui laisse un arrière-goût de militarisme idiot, saupoudré de dialogues imbéciles, et affligé parfois de la fin abrupte d'un certain nombre de personnages secondaires, sans qu'aucune justification, juste ou injuste d'ailleurs, ne permette de comprendre ce qui leur arrive. D'autant plus lorsque l'acte en question, au passage, est un suicide qui n'apporte rien en effet, c'est qui est un peu dommage. J'ai été très très déçu par ces aspects-là et la disparition. Enfin, c'est pas que, je veux dire, on sait très bien que ça soit un jeu, que ça soit un film, que ça soit une série, vous avez des personnages qui disparaissent de manière abrupte ou pas. Pas tant la question, c'est finalement quel est l'intérêt de les faire disparaître à ce moment-là. Tout doit servir dans une narration, que ce soit la disparition d'un personnage, tout doit laisser une certaine forme d'impression. Donc là, parfois, en fait, vous avez des personnages qui sont tués juste parce qu'ils servent à rien. Donc c'est la pire des justifications pour mettre un personnage sur le tapis, quoi. Et c'est le cas dans ce jeu vidéo, donc, et en tout cas dans les parties narratives de ce jeu vidéo, donc ça c'est vraiment dommage. Et puis je tenais aussi à indiquer que ce n'est pas le seul impair, en effet, hein. Il y en a d'autres. Et par contre, en effet, comme ses prédécesseurs, le storytelling dans les DLC est à tomber. Là, je dois avouer avoir été relativement surpris. C'est d'une grande qualité, tant d'un point de vue narratif que du point de vue gameplay. Mais le gameplay, il n'y a rien à dire. Enfin, le gameplay c'est une formule qui a été raffinée sur deux jeux. Donc là, on est dans le troisième. Donc c'est vraiment du détail, hein, d'une certaine manière. Et puis on a l'impression d'avoir à disposition comment dire, des sortes de missions que j'appellerais des micro Mass Effect. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont très très resserrés donc, par rapport au jeu principal. Donc on se retrouve finalement dans des cas où la narration ressemble à une nouvelle de science-fiction, une short story, élaborée pour une mission en particulier. Alors dans ce sens-là, cela fonctionne très bien, mieux que la trame générale qui est juste creuse, hein, puisque nous avons des personnages qui ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient, ce qui forcément est bien dommage. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que quand je dis qu'ils ne sont plus, ils ne sont plus que ce qu'ils étaient, la qualité de Mass Effect 2 est telle en termes de personnages, d'élaboration structurée de personnages, que lorsque vous vous trouvez dans Mass Effect 3, on prend tous une claque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation de la qualité qui est telle que c'est de suite on la remarque, et c'est ça qui pose problème. Mais on va parler du gameplay, du parcours de joueurs, puisque d'abord dans un premier temps, même si c'est un petit détail technique, le jeu a été élaboré sous l'Unreal Engine 3, donc qui commence aussi, il faut le dire à ce moment-là en tout cas, qui commence à montrer son âge, vis-à-vis du nombre d'éléments qu'il peut afficher simultanément. Donc comme pour le premier jeu, et même si l'Unreal Engine a été profondément modifié, nous avons droit en effet à une alternance dans le gameplay. Nous avons donc des phases de présentation, dialogue, qui permettent d'appréhender ce qui va se produire. C'est bien souvent suivi par le fait que le Normandie vous drop quelque part. Bon, en fait, soyons clairs, précisément là où vous avez décidé d'effectuer une mission en particulier. Et étant donné les limitations du moteur en question,
Vous vous trouvez maintenant dans une arène de jeu qui permet à votre personnage et vos coéquipiers d'exprimer tout leur talent entre guillemets meurtrier. Donc vous avez bien sûr une musique interactive qui s'enclenche à point nommé dès lors que ces phases de jeu se mettent en place. En fait, d'une certaine manière, il faut quand même être très conscient de ça, c'est que les mécanismes derrière le mensonge d'un moteur de jeu, les mécanismes sont relativement visibles. L'événement déclencheur, dans la plupart du cas, bien entendu, c'est vous. Vous mettez le pied dans une zone préalablement définie, vous ouvrez un sas, vous parlez à un personnage en particulier. En gros, vous franchissez en acte ou en parole une situation prédéfinie et vous activez ainsi l'arène de combat dans laquelle vous devez maintenant faire vos preuves de combattant aguerri et endurci. Bien sûr, ces différentes contraintes plus ou moins déguisées permettent, on peut comprendre les développeurs, de limiter, concentrer votre champ d'action pour les prochaines 20 minutes. Ce qui a son charme, d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas faire marche arrière, en effet, bande de lâches. Vous êtes maintenant obligé d'aller de l'avant. Donc vous êtes restreint pendant 20 minutes à une zone en particulier et vous devez donc passer à travers vos adversaires à coups de jeux de plasma, d'omnilame et de pouvoirs biotiques. Les gens ayant déjà joué à ce jeu comprendront bien sûr. Pour les autres, ce sera la découverte et c'est ce qui vous attend. Et pour ne rien vous cacher, ces phases-là sont quand même très sympas. Le gameplay a une fois de plus été revu, vos possibilités de déplacement sont maintenant plus étendues, vous pouvez faire des roulés-boulets à droite, à gauche, en arrière. Vous pouvez bien sûr toujours courir vers une position de défense ou de repli, vous planquer derrière des obstacles pour mettre en place une ligne de tir, ou bien vous avez décidé finalement d'utiliser votre personnage comme un tank sur pattes et vous bourriner à loisir. Bon, malgré les coups que vous prenez. N'oubliez pas que votre carapace personnelle a quand même des limites. Bref, c'est de la fantaisie guerrière, certainement rien qui ne corresponde à la réalité du combat rapproché, c'est évident. Mais c'est quand même sympa, ça agite bien vos neurones, ça vous oblige à faire des choix rapides et circonstanciés. L'expérience de jeu est juste un peu plus fluide que les deux opus précédents. Et dans ce sens-là, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mass Effect 2 étant déjà une sacrée amélioration, on dira, et en fait, c'est peut-être ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est-à-dire Mass Effect 2 est un résultat équilibré, ce qui n'est pas le cas pour cet opus. Le gameplay de Mass Effect 3, au vu des limitations techniques de départ, s'en sort très bien en effet, c'est visuellement attractif, beaucoup de choses se produisent à l'écran, ce qui n'empêche certainement pas l'émission d'être claire et lisible d'un moment à l'autre. Moment to moment, comme diraient les anglo-saxons. Au niveau architecture, au niveau de l'environnement, Mass Effect 3 est tout simplement une continuation, bien évidemment, des préceptes de jeu préexistants dans Mass Effect 2, mais clairement, il y a aussi des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Donc les surfaces utilisées du personnage principal aux environnements internes, donc en intérieur et externe, sont également mieux définies, les réflexions dynamiques, la manière dont elles s'animent sur les surfaces est bien plus convaincante. Il faut noter que Mass Effect 2 était relativement sombre en effet dans son ensemble. Donc là, la résolution des textures est plus grande, alors sans parler bien sûr de celle proposée dans la Legendary Edition, puisque vous pouvez jouer jusqu'en 4K maintenant. Mass Effect 3 est aussi bien plus lumineux que ses prédécesseurs, avec des lens flares, qui sont à l'appui, avec des aberrations optiques. Les ambiances sont vraiment très travaillées pour offrir aux joueurs et joueuses de la lisibilité en même temps qu'un foisonnement visuel, ce qui n'a rien d'évident, faut aussi le noter, c'est quand même pas si facile que ça à produire. Le résultat amène aussi à ce que l'on visite de manière très régulière d'ailleurs des extérieurs. Bon, pour ceux qui connaissent la musique, ces extérieurs sont de faux extérieurs puisque vous êtes entouré d'un environnement visuel qui permet justement de refléter un certain nombre d'éléments sur la map, donc sur les lieux et l'architecture sur laquelle vous vous trouvez. On parle de skybox, je pense qu'enfin ça doit dépendre des moteurs d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Alors bien sûr il va falloir évoquer cette fameuse polémique qui a eu lieu donc à la fin de Mass Effect 3, c'est-à-dire quand les gens ont fini Mass Effect 3 pour la première fois, et il me faut bien évoquer cette polémique sur cette fameuse fin, puisque au vu du succès de cette trilogie, c'est quand même la première fois je crois dans l'histoire du jeu vidéo que l'on observe un tel déchaînement de passion pour la fin ratée d'un jeu vidéo. Et je marque bien le propos suivant. Et dans ce sens, ce n'est pas une première. Des fins de jeux vidéo bâclés, il y en a à la pelle. Mais c'est sur celui-ci
qui est tombé lire des consommateurs, joueurs et joueuses qui s'y sont frottés. Alors il y a eu en matière dans les années 2010, il y a eu MeToo, il y a eu le Gamersgate, mais juste avant cela, la terrible fin vite fait mal faite de Mass Effect 3 a réveillé tous les joueurs et les joueuses de cet opus dans le monde entier pour partager leurs frustrations en ligne via réseaux sociaux, autres posts et commentaires dans les forums spécialisés. Ou bien sûr, bien entendu, articles incendiaires pour journalistes spécialisés en manque de clics salutaires, il faut aussi le signaler. Ce fut une petite bombe en soi, puisque un tel événement ne s'était pas produit avant cela. Il faut aussi quand même être très clair. Alors, à titre personnel, pour ma part, je me suis limité à répondre à BioWare dans leur forum lorsqu'ils ont fait un sondage, si ma mémoire est bonne, en effet, et en faisant une ou deux, en effet, oui, propositions pour rectifier le tir. Je pense que mes propositions sont passées à la trappe, mais c'est pas grave. Un autre élément et qui me semble aussi extrêmement important de signaler, c'est qu'il y a un véritable problème au niveau des ressources. À savoir que les responsables de la narration de Mass Effect 3, en fait, il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y en a plus qu'un. Ils étaient deux à l'écriture scénaristique sur Mass Effect 2, et là, il n'y a plus qu'une personne. Donc, soyons factuels, hein, une chose qu'il faut aussi bien et clairement comprendre lorsque BioWare met en chantier Mass Effect 3, le studio se retrouve amputé d'un de ses scénaristes phares. Donc, je parle bien sûr de Drew Capershin, dont j'ai parlé pour le premier opus de Mass Effect et pour le deuxième, qui a décidé de s'en aller pour voler sur d'autres cieux. En fait, il a travaillé sur une trilogie de livres Star Wars avant de partir pour un autre studio de jeux vidéo. Et le résultat, bien sûr, ne se fait hélas pas attendre sur la qualité narrative de Mass Effect 3, qui se retrouve, comme je le disais, avec un seul scénariste, Mac Walters, qui, même s'il a également participé, comme je le disais aussi, à Mass Effect 2, démontre clairement qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche, en tout cas quand il s'agit de scénariser un jeu à lui tout seul. Donc les personnages sont bien souvent, hélas, creux, sans véritable motivation ni excentricité, sans compter l'écriture des missions, sauf pour les DLC encore une fois. Et je crois que c'est plus facile pour les DLC parce que ce sont des éléments resserrés. Du fait que vous développez un micro-univers, un micro Mass Effect, et que vous ne vous souciez pas des implications et des conséquences sur le reste du jeu, ça vous permet en fait ça vous met des contraintes, et le fait que ça vous mette des contraintes fait que ça resserre finalement le propos et c'est plus aiguisé. Mais c'est pareil en termes de qualité de personnage. Quand je parle de qualité de personnage, ce sont les qualités intrinsèques, intérieures des personnages, c'est-à-dire leurs défauts, leurs qualités, ce qui va pas chez eux, ce qui va bien chez eux, etc., qui n'est absolument pas développé. Il n'y a pas du tout de ça. On a juste des personnages qui réagissent aux actions des autres, très souvent dans l'ensemble d'ailleurs de ce Mass Effect 3, et c'est ça qui est bien dommage, surtout par rapport au deuxième, où vous avez des personnages qui ont des problématiques intérieures, et qui sont pas juste des problématiques vis-à-vis des missions qu'ils doivent effectuer, ils ont des problématiques personnelles. Et c'était ça qui était intéressant, et c'est ça que l'on n'a pas dans Mass Effect 3, hélas. Ce qui, bien sûr, hélas, s'est ajouté. Alors, pour les DLC, c'est très bien, on va pas s'en plaindre, mais ça s'est ajouté, hélas, au problème d'une fin bâclée pour la trame générale. Être le scénariste en second ne signifie pas être le maître à bord, c'est très clair. Alors, peut-être ce qui a sauvé Mass Effect 3, d'un point de vue financier, ça c'est certain, le mode multijoueur de Mass Effect 3, c'est peut-être l'adjonction de ce mode de jeu qui fait la différence, en tout cas dans la durée de vie de ce jeu, car soyons clairs, les parties sont courtes, les environnements différenciés, de la base scientifique à l'avant-poste militaire, en passant par l'appréhension de larges vaisseaux spatiaux hostiles, j'en ai parlé dans l'épisode concernant Mass Effect 2, mais c'est indéniable. L'ajout de petites arènes de combat en multijoueur, permettant des parties de 20 à 25 minutes, était un ajout intéressant. Au-delà de la polémique des lootbox qui a en effet démarré aussi avec ce jeu, donc c'était en 2012 je crois, 2012, 2013, 2012 avec ce jeu, et c'est ensuite étendu bien plus largement en effet par la suite. Le mode multijoueur était plutôt sympa, et puis perso, bon, moi les lootbox ne m'ont jamais intéressé, en tout cas en tant que système payant pour upgrader son personnage, donc je veux dire, j'étais quelqu'un qui était, enfin, pas en train de dire que j'étais bon à Mass Effect 3 en multijoueur, mais je me défendais, donc j'avais pas du tout j'avais la mécanique de jeu qu'on appelle pay to win, hein, qui est une horreur absolue.
personnellement, donc qui consiste à payer pour gagner, ne m'a jamais intéressé et ne m'intéressera jamais. Et dans ce sens-là, on pouvait en plus, enfin l'avantage de ce jeu, c'est qu'on pouvait s'en passer. On avait absolument pas besoin de ça en fait pour pouvoir gagner un certain nombre de parties. Donc je pense que dans ce sens-là, c'était peut-être aussi l'ajout. Donc il y a eu une polémique aussi là-dessus, hein, puisque ça a démarré. C'était pas une obligation, vous n'étiez pas obligé de les utiliser, comme je l'ai bien indiqué. Mais effectivement, en termes de business, vous avez des joueurs qui ont préféré sortir le portefeuille plutôt que de jouer à quelque chose qui d'autant plus très agréable à jouer, quoi. Donc même si vous perdez, c'est comme ça que vous apprenez. Je veux dire, vous vous plantez X fois, Y fois, enfin c'est comme... Moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, les joueurs qui ont besoin de payer pour gagner. Je vois pas l'intérêt d'un jeu vidéo si c'est pas pour être concentré à un instant T, comprendre comment un boss va fonctionner et arriver à pallier à vos propres difficultés pour finalement l'emporter. Je veux dire, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais le fait de passer par des mécanismes de jeu puisque finalement ça sert plus à rien de jouer dans ce cas-là. À quoi ça sert de se mettre devant un jeu vidéo si c'est pour ne pas y jouer avec les difficultés qui sont à votre disposition? Je n'ai jamais compris. Je pense que je ne comprendrai jamais. En tout cas, je maintiens que les lootbox c'est certainement la pire invention business de cette industrie, hélas. Alors comme prévu, nous allons passer à Mass Effect Andromeda, qui est sorti en 2017. Et ce, malgré la polémique à la sortie de ce jeu, je tenais quand même à signaler en préambule que c'est une tuerie graphique où on en prend, en tout cas, vraiment plein les mirettes. C'est en quelque sorte un affinement de la formule de Mass Effect 3. On va dire entre guillemets du plus, hein. On en rajoute encore un petit peu plus. Par contre, on enlève aussi un certain nombre de choses. Il est vrai, avec un gros défaut, justement, pendant tout le long, l'écriture, la narration sont pas à la hauteur, hormis un ou deux personnages. Donc les différentes animations des personnages sont en phase de jeu relativement fluide, sachant que quand le jeu est sorti, c'était pas le cas. Il y avait des tas de bugs graphiques, et notamment des bugs au niveau de l'animation, des visages des personnages. Chose qui a l'air d'être assez récurrente à l'heure actuelle dans l'industrie, depuis ces 15 dernières années, le fait d'animer des visages est pas aussi maîtrisé que cela a l'air d'être le cas. Donc je tenais à le préciser parce que je pense que ça a son importance. Le gameplay a vraiment du mordant, plus que les précédents, soyons très honnêtes, mais la partie roleplay est totalement noyée, et ça c'est un véritable problème. C'est pareil, c'est un problème de base quoi dans le jeu vidéo, hein. C'est totalement noyé dans l'interface utilisateur, c'est-à-dire on passe plus de temps à vouloir comprendre comment l'interface fonctionne, plutôt que de bien connaître ce qui peut être bénéfique pour nos personnages joueurs, dès lors que l'on a besoin de les upgrader, de leur filer une autre arme, de faire des variations sur leur pouvoir, etc. Leur pouvoir biotique, comme c'est indiqué dans le jeu. Ce qui est quand même vraiment dérangeant pour un jeu censé être l'héritier du RPG dans l'espace. Si ma mémoire est bonne, on ne peut, comme dans les précédents, arrêter l'action autour de nous. C'est-à-dire que dans Mass Effect 1, 2 et 3, si vous appuyez sur un bouton dédié en particulier, vous pouvez arrêter l'action qui se produit, c'est-à-dire si vous êtes entouré d'ennemis, pour réfléchir très rapidement comme ça au débeauté à une stratégie pour vous sortir de cet écueil et faire en sorte, c'est un attribut du jeu de rôle classique, qui est plus ou moins en 3D isométrique, où là vous pouviez arrêter l'action avec la barre espace, donc là le jeu est en full 3D, vous êtes en vue à la troisième personne, et Electronic Arts et BioWare ont plutôt décidé d'avoir pour Mass Effect Andromeda un jeu d'action complet où l'action ne s'arrête jamais. Donc soyons clairs, c'est du combat à la troisième personne en temps réel. Alors graphiquement, pour un jeu sorti en 2017, Mass Effect Andromeda joue la carte de l'open world et des biomes à fond, donc biomes différenciés comme on les appelle maintenant, il y a de la variété, le niveau de détail, les niveaux de détail d'ailleurs sont juste incroyables. En fait, si justement on se trouve, alors quand je dis incroyable, non, c'est pas incroyable, on peut tout à fait y croire, de toute façon il y a des tas de jeux maintenant qui font du monde ouvert, donc c'est pas quelque chose de neuf, hein. C'est là depuis un bon moment. En tout cas, on se trouve plutôt immergé dans ces environnements qui sont désertiques, vous avez une jungle bleu foncé, vous avez des cités montagneuses mais plutôt tropicales,
tropicales, vous avez des planètes glaciaires ou sous la glace, vous avez des abris souterrains, des grottes qui sont extraordinairement longues, qui sont aménagées, vous avez des vaisseaux spatiaux ennemis, vous avez des stations orbitales défectueuses, etc. Enfin, la liste n'en finit pas, vous avez toute une pléthore d'environnements, tous différents et variés, donc qui vous permet justement de passer d'un environnement à l'autre et de voir des choses différentes. Donc ça aussi, c'est très intéressant. D'un point de vue purement technique, pour un shooter à la troisième personne, on peut pas dire que ça fait semblant. C'est vif, je parle juste de la partie gameplay, de la partie jouabilité. C'est vif, c'est agréable à jouer. Les collisions sont manifestement bien gérées. Le jeu est un chouïa plus dur aussi que Mass Effect 3, Mass Effect 2. Encore que Mass Effect 2, si vous passez un certain niveau de jeu et que vous décidez de jouer de manière difficile, là ça fait pas semblant non plus. Alors les défauts qui sont rédhibitoires, et j'en ai déjà parlé, l'interface utilisateur, beaucoup trop de choix et de choses à l'écran, une navigation qui est difficile, on s'y perd un peu, voire beaucoup parfois. Le véritable repère dans l'interface étant la roue de sélection qui vous permet de sélectionner un domaine par rapport à un autre, donc que ce soit vos personnages pour les upgrader ou votre personnage, ou pour aller dans l'encyclopédie qui vous permet de savoir quelle race est ceci, ou dans la carte qui vous permet de savoir où vous situez, etc. Donc tous ces éléments en fait de base sont présents dans Mass Effect 1, mais en fait ils ont fait un choix qui est pour ma part relativement critiquable, qui est d'étendre totalement l'ensemble des catégories qui sont présentes sur cette roue de sélection, qui fait que comme c'est étendu, vous vous y perdez parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de choix, et c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, c'est que surtout c'est bien moins efficace et cela demande beaucoup plus de temps pour s'y habituer. Tellement de temps d'ailleurs que l'on ne comprend que vers la fin du jeu comment tout cela fonctionne de la manière la plus efficace possible. Donc je tiens à rappeler qu'une interface utilisateur, c'est censé faciliter la prise en main du jeu de manière à faire des modifications rapides, que ce soit sur les options graphiques, sur le volume, etc., qui permettent par la suite de rentrer dans le jeu à nouveau et ce de manière fluide, rapide, lisible. Là, on s'y perd un peu de temps à autre. On ne comprend bien son fonctionnement, comme je le disais, que bien plus tard, et c'est un problème parce que on ne devrait pas avoir à apprendre une interface. Une interface sa prise en main devrait être rapide, sans qu'on y passe trop de temps. Alors les problèmes patents du jeu, parce qu'hélas, ça va être difficile en effet de dire qu'il n'y en a pas, quoi. Donc bon, il faut quand même, avant ça, il faut quand même rappeler une chose, c'est que les prémices en soi sont intéressantes. S'installer, visiter une autre galaxie, Andromeda. Je veux dire, dans ce sens-là, on va pas se plaindre. C'est une nouvelle galaxie qui permettra la survie. Donc, on se transporte avec ce jeu dans une nouvelle galaxie qui permettra la survie des différentes espèces évoluées de la Voie lactée. En trouvant des lieux, des planètes habitables, en cataloguant des formes de vie, en faisant ami-ami avec les autochtones si possible, apprendre un peu beaucoup de leur culture et manière de vivre, encore que là aussi c'est un peu superficiel. Si cela avait été un peu plus étudié, comme ça a été le cas d'ailleurs dans le design du premier Mass Effect, en tout cas des 3 premiers, où on a une pléthore d'explications concernant les races extraterrestres auxquelles on a affaire, ça aurait été bien plus intéressant. Là, c'est, ça tient plus de la justification que du côté rôlesque science-fiction où vous avez vraiment ça tient de l'explication de surface, c'est-à-dire on n'est pas dans la profondeur, et c'est là encore une fois, c'est bien entendu extrêmement dommageable. C'est dommageable vis-à-vis de l'immersion que vous pouvez éprouver dès lors que vous êtes en train de jouer à ce jeu, bien sûr. Donc, comme je le disais, on aurait pu apprendre un peu de leur culture et manière de vivre, afin de ne pas les déranger, mais au contraire, les aider autant que faire se peut. Alors, bien entendu, s'il ne s'agissait que de cela, les choses seraient plutôt simples. Hélas, vous allez faire la rencontre, allez bien s'en douter, d'une race ennemie qui endoctrine les autres et recombine leur ADN tout en essayant d'unifier en termes de territoire et planète leur coin de galaxie. Donc, évidemment, cet ensemble de paramètres narratifs permet de faire naître des relations conflictuelles évidentes. Il faut ajouter à cela une forme d'archéologie du futur qui permet à votre personnage de visiter de multiples ruines ici et là, qui vont également à leur tour permettre de terraformer, à tout le moins rendre vivables, respirables les différentes planètes sur lesquelles vous escomptez vous établir, et vous permettre de fonder des colonies humaines.
Donc c'est une possibilité, c'est le fantasme ultime à la Musk que vous pouvez en effet réaliser dans ce jeu. Mettre en place des colonies sur une autre. Ces prémices-là en soi sont géniaux. Leur exécution par contre a été pour l'essentiel bâclée, notamment et spécifiquement au niveau de la narration. Je tiens à préciser que Mass Effect 3 est sorti en 2012, donc il y a eu une équipe de pré-production qui a forcément commencé à travailler en 2012 sur Mass Effect Andromeda, et en termes de space opera, qu'est-ce que l'on peut remarquer qui est sorti et qui a eu un certain impact, voire plutôt négatif, pas toujours positif, en termes de science-fiction? Vous avez Prometheus qui est sorti au cinéma, donc le film de Ridley Scott, et on sent très clairement que justement Prometheus a été une inspiration, à savoir partir très loin ailleurs dans le cosmos. Et en tout cas, Prometheus a été un point d'entrée qu'ils ont par la suite, bien entendu, pour le jeu, ils l'ont étendu à une autre galaxie, qui est la galaxie, je crois, la plus proche de nous, et qui sera d'ailleurs en collision avec la Voie lactée d'ici 2 à 3 milliards d'années, si ma mémoire est bonne. Donc c'est dommage que, comme Prometheus, les relations entre les personnages sont caricaturales, voire simplistes, avec des dialogues qui sont d'une lourdeur et d'une bêtise, c'est juste à tomber par terre, comme en se demandant mais comment est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose comme ça, sans parler, enfin j'évoque très rapidement Prometheus, sans parler parce que c'est un film qui se regarde, il n'y a aucun doute à avoir, c'est un film qui se regarde, mais il y a des choix, surtout quand vous voyez d'ailleurs les scènes coupées, qui sont beaucoup plus intéressantes que les scènes qui sont intégrées dans le film, vous vous dites mais comment est-ce qu'ils ont fait les choses, quoi. Je veux dire, c'était pas ces scènes qu'il fallait mettre, quoi. On a l'impression aussi que c'est toujours un essai d'adéquation aux populations qui vont se déplacer, bien sûr, donc aux tranches d'âge qui vont se déplacer pour aller voir les films en question. Donc il faut pas trop froisser. Ce qui est un peu dommage, parce que vous prenez Alien, Alien il a froissé tout le monde, ça l'a pas empêché d'avoir le succès qu'il a eu. Donc c'est dommage que pour Prometheus, ils aient pas essayé, je dirais, d'en faire autant en tout cas. Donc comme je disais, les personnages sont un peu caricaturaux, voire simplistes. On est vraiment dans des chemins parallèles entre ces deux franchises, donc franchise étant propriété intellectuelle détenue par des studios hollywoodiens ou un gros studio producteur de jeux vidéo. Donc un peu comme si finalement on leur avait donné le mandat suivant. Reprenez les éléments de l'univers, mais faites quelque chose de digérable pour le premier Pékin venu. Faites peu de choses intelligentes, mais il faut quand même que ce soit sexy à voir. Bon, par contre, enfin, les prémices sont tenues à revenir là-dessus, les prémices sont intéressantes. Les raisons de départ qui sont évoquées, elles font partie intégrante de l'air. Il y a aussi ça qu'il faut voir, c'est que les raisons qui font que, dans le jeu, en tout cas Mass Effect Andromeda, vos personnages partent vers une autre galaxie, prennent leurs racines dans ce qui s'est passé dans Mass Effect 2 et dans l'ensemble des Mass Effect précédents. Donc ce sont des éléments narratifs qui sont intéressants et qui sont petit à petit développés tout le long du jeu. Alors, je tenais à revenir sur les environnements extérieurs qui sont d'une incroyable beauté. C'est clair que toutes les technologies, depuis le début des années 2010, les technologies qui permettent de représenter, de simuler des terrains avec les érosions, avec les enneigements, avec des grottes, etc. Enfin, tout ça, du fait des budgets polygones pour chaque jeu qui sont de plus en plus importants, ou de la manière de créer un certain nombre d'éléments de manière répétée, mais pas nécessairement positionnés de la même manière, fait que la qualité des terrains qui nous sont proposés est là, quoi, c'est indéniable. En tout cas, on a l'impression de traverser la jungle de Pandora d'Avatar, Pandora qui, de façon Avatar, qui est aussi un jeu vidéo au passage, qui était fait 2 fois d'ailleurs, si je me souviens bien, que j'ai pas touché. Le désert d'Arrakis de Dune, en effet, on a l'impression, on a certains niveaux, alors par contre très souvent que vous traversez avec un véhicule. L'ambiance polaire de The Thing aussi, vous vous y retrouvez, alors par contre avec bien plus de relief, avec des bases aliens qui se trouvent en hauteur, il faut essayer de les atteindre. Enfin, il y a tout un jeu par rapport à ça, les grottes aussi, à ces endroits-là, les crevasses, enfin, tout est très bien fait, il n'y a rien à dire, enfin, bon. Je me permets de dire quelque chose, mais vous avez des tas d'autres biomes, selon l'expression consacrée, qui sont tout aussi surprenants à voir dans un jeu vidéo, de par la finesse des détails qui nous sont donnés, justement, et qui nous sont proposés, et parfois avec lesquels on peut interagir. Donc la spécificité de ces environnements, c'est que ce sont des environnements semi-ouverts, dans le sens où ils ont quand même des limites, des frontières que vous ne pouvez
dépassé. On passera assez vite sur l'assortiment d'armes à feu de quelque nature avec jet de plasma, laser et autres et machin, et tous les pouvoirs auxquels vous avez accès, qui tout ça est d'une très grande variété. Je veux dire, vous avez une panoplie complète avec laquelle vous pouvez faire joujou. C'est pas ce qui manque. Entre celles d'ores et déjà à disposition et celles que vous débloquerez progressivement. Bon courage pour les trouver dans l'interface dédiée par contre. N'oubliez pas que vous avez plusieurs versions de la même arme, ça va être un brin compliqué de choisir, surtout avec cette interface qui est quand même, faut être relativement honnête, c'est une interface qui est quand même un peu lourdin, quoi. Alors, je vais en arriver à un problème dont j'ai pas entendu parler, enfin que j'ai pas vu dans les articles de presse ou autres à l'époque quand le jeu est sorti. Le problème de Mass Effect Andromeda, c'est bien sûr la narration. C'est une évidence, c'est très basique, c'est pas super prenant, on n'a pas du tout l'impression d'être dans l'équivalent vidéoludique d'une série de science-fiction comme The Expanse, mais on a des erreurs de débutants qu'on appellerait, enfin dans le cinéma, ce qui est nommé dans le cinéma le staging, c'est-à-dire le fait de positionner des personnages sur des marques précises et de pouvoir les filmer en choisissant donc un angle spécifique pour leur permettre de discuter. Donc du discuter ou que ça soit de l'action, etc. Mais là, dans ce cas, c'est sur les discussions entre les personnages et pour votre choix de ligne de dialogue et de quelle manière le personnage en face de vous va vous répondre. Donc c'est des problèmes de positionnement. Et clairement, on a eu affaire dans Mass Effect Andromeda à des erreurs de débutants. Alors, Mass Effect Andromeda pourra essayer de se faire passer pour un jeu d'action où la narration est reine, c'est pourtant hélas totalement l'inverse, la narration est de fait le parent pauvre d'un jeu de tir. C'est fini la subtilité, sorti des prémices initiaux. Comme je le disais par rapport à ces problèmes de staging et de positionnement de la caméra vis-à-vis de personnages qui vont commencer à discuter, on sent également le manque cruel de ressources humaines. Derrière donc une des pires erreurs de Mass Effect Andromeda. Parce que BioWare a essayé de développer un système de positionnement automatique de caméra au moment où vous démarrez une discussion avec un personnage. Vous voyez, c'est-à-dire que plutôt que de faire en sorte que ce soit des êtres humains qui fassent le positionnement, etc., ils ont décidé de mettre en place un système automatique. Pourquoi pas? Je veux dire, si ça leur permet de... Pourquoi pas? Après tout, il faut comprendre quand même que le positionnement d'une caméra dans un film ou dans une série, mais on va dire plus dans un film pour des raisons où l'esthétique est plus importante encore dans un film, c'est un métier, hein. Il y a un directeur photo, il y a un choix d'optique, etc. Enfin, il y a un choix de cadre, il y a une composition, il y a des tas de choses qui rentrent en compte dès lors qu'on fait un choix de cadre pour un film en particulier, parce que ça a aussi un rapport avec le plan qu'il y avait avant et le plan qu'il va y avoir ensuite. Donc là on est juste dans l'appropriation de ces problématiques, mais en essayant de les faire passer par un système plus ou moins automatique. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'ils ont essayé, et en extérieur tout se passe plutôt bien, mais dès lors que vous êtes en intérieur, c'est pareil, ce sont des choses logiques, rationnelles qu'il faut comprendre. L'exiguïté des lieux force la caméra à faire un cut sur un personnage en particulier, ou alors les deux personnages, parfois, vont fusionner l'un dans l'autre dans une sorte d'image cauchemardesque sans aucune détection de collision puisqu'elles ont été désactivées pour l'occasion, justement. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui sont, par exemple, dans un vaisseau spatial, donc c'est un endroit exigu. Vous voulez parler avec un personnage, mais comme vous êtes soit dans un couloir, soit dans une coursive un peu étroite, vous devez positionner la caméra de manière à ce que les personnages on puisse passer de l'un à l'autre donc relativement facilement. Et bien là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous avez tout un jeu où vous avez un personnage qui se retourne, qui essaye de se retourner pour vous faire face, etc. Généralement, le personnage vous rentre dedans. Et bon, bref, ça n'arrête pas, quoi. Alors, autant en extérieur, c'est facile, vous pouvez mettre votre caméra relativement loin. Si vous vous approchez d'un personnage, il y a une détection qui s'effectue au moment où vous pouvez discuter avec lui. Vous appuyez sur un bouton ou sur votre manette, boum, la discussion commence. Comme on est en extérieur, la caméra, on peut la mettre où on veut. Mais quand les lieux sont exigus, c'est impossible. Vous devez faire un choix manuel de la caméra. C'est-à-dire que vous avez... Donc c'est tout... Et ça fait partie de la narration. C'est-à-dire le choix des angles
pour insister sur ce qui se passe sur le visage d'un personnage quand il vous dit quelque chose, c'est un choix spécifique de narration, de storytelling linéaire. C'est quelque chose de base. Si ceci vous le maîtrisez pas, vous plantez l'essentiel. Et c'est là où on voit qu'il y a des maladresses qui sont complètement incroyables de voir ça dans un jeu avec ces niveaux de budget. C'est que toute la partie narration a été bâclée. C'est-à-dire le staging des personnages pour les discussions a été bâclé. Le scénario a été bâclé. Je veux dire, tout est comme ça. C'est un truc de fou. Alors, je me plains, pourquoi? Je me plains parce que j'apprécie le gameplay du jeu, il est bon. Les prémices de base, ils sont là. On va pas se plaindre, je veux dire, il y a des choses qui valent la peine. Le gameplay est intéressant en soi. Un peu sportif, mais intéressant. Et de toute façon, c'est fait pour qu'il soit un peu sportif. Donc, mais tout ça a été loupé parce que les ressources humaines, qui sont certainement parties, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui... Enfin, soit qu'ils sont partis de plein gré ou malgré, ou envers leur volonté, c'est finalement pas le souci, quoi. Mais les personnes, en fait, qui étaient censées faire ça et qui ont fait ça sur Mass Effect 2 et Mass Effect 1, voire Mass Effect 3, parce que là, pour le coup, ces problèmes de caméra, on les avait pas. Mais on sent très bien un certain nombre de choses qui commencent à devenir l'image qui a pu se produire, c'est que vous avez des gens qui, à partir de Mass Effect 3, sont partis. Donc entre Mass Effect 3 et Mass Effect Andromeda, il y a des gens qui travaillaient avec ces gens-là qui se sont dit « Oups, le meilleur scénariste est parti ». Donc si le meilleur scénariste est parti et que le scénario auquel on a droit, c'est celui qu'on a vu dans Mass Effect 3, donc ça veut dire que finalement, ça va pas être très très bon. Donc peut-être ça serait mieux que l'on parte nous aussi. C'est ça qui potentiellement s'est produit. Je dis pas que c'est précisément le cas, mais en tout cas, ça en donne vraiment l'impression si on essaye de voir l'envers des cartes. Je prétends pas être dans le sein des saints en tout cas. Donc c'est assez rigolo que de voir un élément de cinématographie primordial, donc dénommé le staging, on parlerait de positionnement en français, ou plus précisément trouver sa marque pour des acteurs et des actrices, et vis-à-vis d'une caméra, être totalement à côté de la plaque pour un jeu qui se veut et se prétend le jeu de rôle action narrative de ces 20 dernières années. Alors c'est vrai pour les deux premiers, pour les deux derniers, ils sont un peu à côté, quoi. Ils sont même carrément à côté, et ça, c'est bien dommage. Je me répète, et j'en suis désolé, mais BioWare s'est forcément séparé volontairement au nom des individus qui faisaient ce travail de positionnement pour le remplacer par un système qui ne fonctionne que la moitié du temps, à savoir en extérieur. Dès que vous êtes en intérieur, ce système ne peut pallier à l'exiguïté des lieux, à la taille des personnages, à leur position relative des uns vis-à-vis des autres, position qui change dès qu'un personnage bouge, au passage, et qui oblige à effectuer un placement optimal de cette caméra, pour ne pas dire un placement personnalisé, c'est évident, 3 petits points. Et comme je l'ai dit précisément juste un peu avant, je note d'ailleurs que c'est bien l'ensemble du département narration qui a pris un coup dans l'aile dans Mass Effect Andromeda. J'espère que les talents disparus pour cet opus, on pourra à tout le moins les retrouver chez Archetype Game, qui est responsable du développement d'Exodus. Exodus qui est aussi un livre de Peter F. Hamilton. Donc j'ai bien indiqué dans les premiers Mass Effect que Peter F. Hamilton était une des références du space opéra qui avait servi d'inspiration pour Mass Effect. Là, clairement, il a d'ores et déjà mis en place un livre qui vient juste de sortir d'ailleurs au mois d'octobre 2024 et qui s'appelle Exodus et qui est la base qui va permettre donc de continuer la narration dans le jeu vidéo. Donc ça, je trouve que c'est une association qui est excellente, que les développeurs de jeux fonctionnent avec l'écrivain et donc et communiquent sur le design, l'art graphique qui a été effectué, sur le storytelling, sur la narration, sur les personnages, je trouve que c'est une association qui est saine, parce que ça va permettre de renforcer les ventes du livre, et ça permettra aussi de renforcer la qualité au niveau de la narration du jeu vidéo en question. Alors, je tenais aussi à parler de quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc le tableau n'est pas totalement noir, je veux dire, j'ai fini le jeu, donc preuve que le jeu était suffisamment intéressant pour que je le finisse. Ce sont les cinématiques en temps réel. Donc, alors, elles sont précalculées, mais en fait, ce qui est précalculé, ce sont les chemins
qui permettent d'aller d'un endroit A à un endroit B. Mais c'est le moteur du jeu, donc c'est du rendu en temps réel. Pour ceux qui comprennent un petit peu la différence entre temps réel et précalculé. Précalculé, c'est les logiciels comme Maya, 3D Studio Max, qui vous permettent de faire un rendu image après image d'une animation. Là non, le moteur de jeu, qui permet justement de naviguer en temps réel avec votre personnage en troisième dimension, c'est ce qui permet aussi, justement, à ces cinématiques d'être calculées en temps réel. Donc tout n'est pas sombre dans Mass Effect Andromeda. Les phases de jeu où vous êtes obligé de vous déplacer d'une planète à une autre, d'un système solaire à l'autre, sont absolument, et je pèse mes mots, absolument fabuleuses. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, même si un tel système existait déjà dans les opus précédents, il faut noter que tout était plutôt plat. Vous avez un icône du Normandie, votre vaisseau spatial, que vous déplacez sur une représentation symbolique d'un système solaire à plat, alors qu'une caméra au-dessus de ce plan permet de suivre le Normandie, justement. Là, dans Mass Effect Andromeda, c'est fini. Tout est représenté en full 3D, en temps réel, donc avec vis-à-vis du moteur qui est utilisé. Et si vous appréciez les visions kaléidoscopiques et hypnotiques de 2001 Odyssée de l'espace, lorsque le personnage principal effectue un voyage dans l'espace et le temps, et bien donc c'est en temps réel, vos déplacements sont fonction de l'endroit où vous vous trouvez par rapport à l'endroit où vous allez, et chaque déplacement est ainsi unique. Donc les transitions entre les différentes planètes, entre les différents systèmes solaires sont vraiment dignes d'un film. Et vous pouvez me croire que sur un projecteur ou une télévision grand format, c'est absolument génial à voir. Vous avez l'impression d'y être et de faire le voyage avec les personnages. Donc sans évoquer la sortie du jeu où le nombre de bugs graphiques était tel que c'était un peu difficile de lui trouver des excuses, jouer à Andromeda maintenant, c'est absolument exquis. C'est clair que graphiquement, c'est une... dire que, bon, si vous avez un PC relativement récent, ça va pas faire semblant. Ou une console, si vous êtes quelqu'un qui jouait sur console d'ailleurs. Alors, si bien sûr, on fait abstraction de la narration et de l'écriture, ce qui ne manque pas en effet de sel pour quelqu'un comme moi qui adore ça, mais bon, j'ai pas pu tout avoir, hélas. Donc, c'est bien dommage, mais c'est évident, hein, on ne croit pas une seule seconde que nous avons des personnages entiers accomplis. On reste dans des dialogues qui sont très synthétiques, peu réalistes, pour ne pas dire un peu creux, en tout cas absolument pas engageants d'un point de vue émotionnel et relationnel. Et en effet, oui, c'est dommage, surtout en comparaison de Mass Effect 2, qui est bien souvent, il faut le signaler, un travail d'orfèvre dans ce domaine particulier. Reste le gameplay qui est engageant, qui est dynamique et qui vous oblige à rester vif d'esprit. Alors, à noter aussi que les boss que vous rencontrez ne sont pas toujours évidents à battre et qu'il faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises. Donc je pense avoir fait un tour relativement complet de ces deux jeux. Donc effectivement, mon point de vue sur les deux est partagé, puisque tout n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a une baisse du niveau de la qualité qui a été effectuée volontairement ou non, et je pense que ça a été volontaire. Peut-être que je suis à côté de la plaque, certainement même, mais néanmoins je maintiens mon opinion sur le sujet. Je pense que c'est volontaire, je pense que l'objectif c'était de juste proposer du gameplay, et pas de la narration. La narration, nous sommes une époque, ces 20-25 dernières années, où la narration est quelque chose qui a l'air de déranger. Parce que qui dit narration dit réflexion. Et on ne veut pas que les gens, on veut les jeux du cirque romain, on ne veut pas que les gens comprennent les enjeux, comprennent un certain nombre de thématiques, comprennent que les sujets qui sont à traiter sont parfois bien plus complexes et bien plus nuancés qu'il n'y paraît. Et même pour la science-fiction de haute voltige, il y a des sujets qui valent la peine. Je vais, dans pas longtemps, pas maintenant, parce que je vais faire une coupure au niveau bouquin aussi, en parlant d'un bouquin fantastique plutôt que d'un bouquin de science-fiction. Mais je pense que je vais passer à Alastair Reynolds, qui est un écrivain de science-fiction, donc qui est un astronome qui a fait une partie de sa carrière en Europe, astronome anglais, et qui est aussi un écrivain de science-fiction, de space opéra, parce que il a écrit un opus en fait qui est un amalgame de livres, donc c'est entre 6 et 8 000 pages, qui s'appelle Revelation Space, la révélation de l'espace. Je sais pas si le titre se dit comme ça en français, et je pense que vous allez voir que la réflexion qui est... Je veux dire, si vous faites la connexion par exemple entre ce que fait Musk avec les implants cérébraux et ce qui est
détaillé avec les implants cérébraux dans Revelation Space, vous allez vous rendre compte de suite que ça vaut la peine, ça vaut le coup de s'intéresser à ces petites choses parce que cela a des implications énormes. Cela est même éventuellement générateur de conflits entre les différents types de personnes susceptibles d'avoir les implants en question. Alors, les gens vont se dire, ouais, mais ça va un peu loin, mais je veux dire, à partir du moment où on commence à introduire des choses comme ça sur le marché, non, ça va pas un peu loin. On est dans le concret. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent de concret ici et là, mais on est dans le concret. À savoir que utiliser un certain type de technologie peut avoir un certain type de conséquences et que c'est mieux d'en être conscient plutôt que l'inverse. Voilà, sur ce, j'espère que mes recommandations sur ce jeu, que je vous recommande néanmoins, ce sont deux jeux qui valent la peine d'être... auxquels ça vaut la peine de toucher. Ils sont beaux, ils sont très jouables, mais ils sont pas très intelligents et c'est bien dommage. À très bientôt. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Sagiopod. Au revoir.